trop efficace aujourd'hui. On va essayer d'être encore beaucoup plus efficace en introduisant une des présentations de demain. Mais je rappelle que la présentation qu'on va faire tout à l'heure, c'est un premier brainstorming qui a été fait à Saly et à Abuja. À Saly d'abord entre la FAO et le hub rural, et à Abuja en présence de la direction de l'agriculture et du développement rural. Alors ce qu'on vous propose, c'est qu'on fasse cette présentation et que à la limite, on vous imprime certaines sections de cette présentation et que demain matin, dès que nous revenons ici, la FAO va nous faire une première présentation sur les concepts et les démarches en matière de renforcement de capacité. Et dès qu'on aura donc tout ce background dans la tête, on va aller en travaux de groupe pour accomplir, selon les indications qu'on aura reçues, des travaux qu'on viendrait restituer ici avec la démarche. Donc, comme vous le savez aussi, cette présentation aussi devait être précédée d'une première... devait être précédée d'une première présentation faite par le directeur de l'agriculture, qui devait nous dire quelles sont les orientations globales que la CEDEAO veut donner à la stratégie régionale de renforcement de capacité. Mais il nous a donné des esquisses quand on était d'abord à Abidjan et ensuite à la dernière réunion d'Abuja. Pour dire que pour la CEDEAO, la politique agricole est devenue un phénomène très complexe qui implique plusieurs acteurs et même plusieurs secteurs d'activité pour lesquels on a besoin d'avoir une lisibilité, sur lesquels on a besoin d'avoir des capacités aguerries d'acteurs pour les mettre en œuvre. Et que pour ce faire, il faut définir une stratégie de capacité où toutes les parties prenantes à la mise en œuvre se retrouvent. Que cette stratégie soit assez holistique, bien partagée par l'ensemble des acteurs, bien internalisée et aussi assez souple pour que chacun puisse venir puiser ce dont il a besoin dans cette stratégie. Et c'est ce que donc nous avons essayé donc de transcrire ici dans ce document que je vais vous présenter très rapidement. Donc on va faire un petit rappel du contexte. Ensuite, les efforts en cours en matière de renforcement des capacités des parties prenantes. Et quoi qu'on vient de l'écouter ce matin, je ne vais pas m'attarder dessus. Les orientations qui sont données donc à la stratégie. Et puis les éléments préliminaires de la logique d'intervention de la stratégie. Alors, sur le contexte, là aussi, vous êtes tous dans les éléments. Je crois qu'on peut rappeler 3 éléments importants. C'est que le COAP entre dans sa seconde décennie de mise en œuvre. La première décennie a couvert donc, la période allant de 2005, qui a vu l'adoption de la politique, à 2015. Et entre-temps, il y a eu l'adoption et la mise en œuvre des premiers programmes d'investissement agricole, tant au niveau national qu'au niveau régional. C'est en 2015, donc, il y a eu une évaluation qui a mis en œuvre un certain nombre, en relief plutôt, un certain nombre de résultats très intéressants qui a permis d'apprécier l'efficacité donc de cette politique tant au plan interne à la CEDEAO qu'au plan externe,
Mais il y a eu également de nombreux défis et enjeux qui ont été relevés. Je ne reviens pas sur ça parce que vous tous ici, vous avez eu à faire ce bilan tant au niveau national qu'au niveau régional. Mais ce qu'on peut rappeler, et comme je le disais aussi ce matin, c'est que parmi ce qu'on peut considérer comme les insuffisances notoires de la politique agricole dans sa mise en œuvre, c'est la gouvernance multisectorielle et multipartite. Même si à la première phase de formulation des PNIASAN, il y a une implication des acteurs dans la mise en œuvre, ce sont surtout les ministères de l'Agriculture qui se sont accaparés donc la mise en œuvre et ça a créé beaucoup de couacs. De la même manière, on n'a pas su comment impliquer les différents acteurs, mais comment répliquer les interventions à différentes échelles du pays, ça aussi a posé beaucoup de problèmes. Donc l'enjeu ici, maintenant, c'est de doter toutes les parties prenantes de compétences pour être en capacité de jouer pleinement les rôles et les missions qui leur sont dévolus. Certains acteurs ont bénéficié des programmes de renforcement de capacité, comme les OP, pour lesquels on a vu les résultats tout à l'heure. Mais d'autres, au niveau des États, au niveau du secteur privé, au niveau des organisations de la société civile, au niveau d'autres organisations qui n'existaient pas, comme le groupe Jean, n'ont pas bénéficié de programmes spécifiques qui leur ont permis de s'impliquer fortement dans la mise en œuvre de la politique et d'être aussi actifs que l'État. Alors, les efforts de renforcement de capacité sont une préoccupation, je crois qu'on est en train de le dire depuis le matin, qui sont récurrentes, quels que soient les secteurs d'activité qui sont pris, mais aussi c'est une thématique qui est un peu galvaudée, qu'on a trop fait de ramener seulement aux seules formations, soit en atelier in situ, soit à d'autres formations, alors qu'il y a d'autres modalités plus importantes de renforcement des capacités qu'on occulte souvent. Alors, la FAO a essayé, mais on va revenir plus en détail demain sur la définition, la manière dont cela est conduit, pour dire que la capacité, c'est l'aptitude des individus, des organisations et de la société dans son ensemble à gérer habilement leurs affaires. C'est ça la capacité, telle que définie par la FAO. Et dans le même sillage, on pense que le renforcement des capacités doit être considéré comme un processus qui consiste à mobiliser, renforcer et conserver les aptitudes qu'on a acquises. Il y a donc un programme de l'OCDE qui l'a clairement mise en relief, mais qui est reprise à son compte aussi par la FAO, pour montrer donc que le renforcement des capacités est une affaire de dynamisation de l'apprentissage et non de transfert, de simple transfert de compétences. Donc ça, c'est vraiment pour avoir la durabilité, pour être sûr que ce qu'on essaie d'inculquer, de faire internaliser par les différentes parties prenantes, est un apprentissage, et comme le disait Adama tout à l'heure, ça doit être un phénomène continu et de longue haleine pour être sûr que ce qu'on veut faire passer par apprentissage est internalisé. Alors, tous les pays, on l'a dit, ont développé au cours des 15 dernières années des stratégies et des programmes de renforcement des capacités qui sont surtout centrés sur des formations diplômantes pour les cadres dans main domaine, des renforcements, des réformes institutionnelles pour dynamiser les instances et les structures publiques, des dotations en moyens et autres outils de gestion, etc. Quand on a écouté l'ensemble des programmes que vous avez, c'est les champs d'intervention, c'est principalement dans ces domaines-là. Alors, le programme des OPR, je ne vais plus revenir sur ça, qui ont développé les trucs. Et le programme de la CEDEAO que Stéphane a présenté tout à l'heure aussi, c'est un programme qui est connu au niveau régional aujourd'hui, qui est considéré comme un programme de la CEDEAO et de la FAO sur financement de l'Espagne.
il nous a également parlé des leçons qu'on peut tirer. Et maintenant, pour revenir à ce qui nous intéresse très spécialement, c'est que les besoins en matière de renforcement des capacités des parties prenantes. Il est intéressant de savoir que la CEDEAO distingue aujourd'hui très nettement ce qu'elle considère comme les parties prenantes à la mise en œuvre de l'ECOWAP. C'est d'abord les États qui sont dépositaires de la souveraineté des choses, des politiques, les communautés économiques et régionales à qui les États ont transféré à un certain moment le pouvoir de conduire, de formuler les politiques d'envergure régionale. C'est les acteurs non étatiques au sein desquels on a aussi bien le secteur privé, les OP, la société civile, etc. C'est les institutions de coopération technique régionales qui ont un rôle assez important à jouer. C'est les institutions de facilitation et ce sont les partenaires techniques et financiers. Voilà les acteurs que la CEDEAO distingue très nettement comme étant les parties prenantes à la mise en œuvre de la politique agricole régionale. Alors, les fonctions qui sont dévolues à chacun qui est considéré comme le corps de métier des acteurs que nous venons de citer, on peut les lister. C'est d'abord les fonctions de pilotage pour assurer le leadership dans la mise en œuvre de la politique. Ces fonctions sont définies tant au niveau régional, détenu par l'UEMOA et la CEDEAO, qu'au niveau national, par les États. Ça, c'est eux qui ont vraiment le droit de se réclamer de la fonction de pilotage. La fonction de coordination est assurée tant au niveau national, régional que sectoriel. National et régional d'abord parce que la CEDEAO a prévu un certain nombre d'institutions pour assurer cette coordination et cette concertation. C'est le comité consultatif pour l'agriculture et l'alimentation et le comité interdépartement pour l'agriculture et l'alimentation, qui sont des cadres attitrés pour faire la coordination et la concertation. Au niveau national, on a demandé aux États de mettre en place des comités, comme on l'a présenté ce matin, pour assurer ces fonctions. Et au niveau sectoriel également, il y a ces... Ensuite, il y a les institutions, la fonction d'exécution technique. Ces fonctions d'exécution technique sont dévolues aux institutions de coopération technique et aux acteurs qui disposent de compétences avérées dans les domaines agro, silvo, pastoral et halieutique, et autres éléments transversaux comme le financement, etc., qui concourent à la mise en œuvre de la politique agricole. Là aussi, la CEDEAO a dit on transfère cette fonction aux institutions de coopération technique qui existent, mais on met en place une unité qui coordonne et oriente un peu tout ce qui est fait, et c'est ça que fait l'ARA. Nous avons également les fonctions de lobbying et d'influence qui sont dévolues à l'ensemble des acteurs, parce que dans le lobbying, il y a les fonctions aussi de mobilisation pour vendre nos produits, pour mobiliser les ressources, mais d'influence pour être certain que toutes les orientations qui sont données aux politiques requièrent le minimum de consensus de l'ensemble des acteurs parties prenantes. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'acteurs, ce sont tous ces acteurs qui concourent à l'élaboration et à la mise en œuvre, et on a besoin d'un consensus fort, pas de compromis, mais de consensus fort pour que ce qu'on met en œuvre reflète les besoins réels de la région, reflète les tendances lourdes de l'économie agricole de la région. Et enfin, les fonctions de dialogue et aussi de concertation, parce que pour arriver à des consensus, pour arriver à des ententes, il faut instaurer un dialogue, les structurer de façon bien claire et bien internalisée par l'ensemble des acteurs. Alors, à partir donc de ce
ces acteurs, des fonctions qui leur sont dévolues, nous avons essayé, donc, depuis Sali jusqu'à Abuja, donc de retenir que la finalité donc, de la stratégie que nous voulons élaborer doit être très collée à la déclaration de Malabo, qui coiffe tout ce que nous faisons aujourd'hui en matière de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. De ce point de vue, la finalité, donc, c'est de contribuer à l'accélération de la croissance et de la transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie pour les populations de la région. Nous avons paraphrasé un peu en ramenant donc cette finalité de Malabo à la région Afrique de l'Ouest. L'objectif global se ramène à l'objectif global donc de l'orientation qui est donnée à le COAP sur la période 2015-2025, c'est de contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et social, à la réduction de la pauvreté dans les États membres, ainsi que des inégalités entre les territoires, zones et pays. Enfin, on arrive à l'objectif spécifique de la stratégie même, qui est de doter les parties prenantes de capacités institutionnelles et techniques nécessaires à la mise en œuvre efficace et efficiente de l'ECOWAP 2025, à l'horizon 2025. Alors, par rapport à ça, on a le choix entre cibler les résultats sur les grandes fonctions ou sur les acteurs. On a fait l'option, après avoir discuté avec la direction de l'agriculture, de cibler les résultats sur les acteurs pour que ce soit nommément chacun puisse dire voilà ce dont il a besoin dès à présent et non de les fusionner dans des thématiques sur lesquelles on peut peut-être se perdre en voulant mettre les acteurs qui sont en face. Et de ce point de vue, donc, nous avons ciblé 5 résultats en regroupant les différentes parties prenantes à la mise en œuvre en 5 résultats. Nous n'avons pas pris en compte les partenaires techniques et financiers qu'on considère comme étant déjà suffisamment costauds et que de ce point de vue, la CEDEAO ne peut pas se donner le luxe de dire qu'il va contribuer au renforcement de leurs capacités. Donc le premier, c'est que les États sont aptes à piloter, coordonner la mise en œuvre des programmes et projets des PNIASAN, adopter et à contribuer à celle du PRIASAN. Alors, c'est un peu long, mais vous savez, comme on a une sorte de double fonction que ces États doivent faire, et on vous l'a dit en élaborant les PNIASAN, il faut tenir compte des dimensions régionales aussi à l'intérieur. Il ne faut pas qu'on élabore les PNIASAN comme si les États évoluent en vase clos, comme des États souverains qui ne tiennent pas compte des frontières et des autres. Et pour cela, donc, on pense que les États, tout en jetant leur dévolu sur la mise en œuvre des PNIASAN, doivent avoir un regard sur ce qui se fait au niveau régional et être attentifs à développer des capacités pour aussi arriver à cela. Alors là, nous avons distingué un certain nombre de composantes. Et c'est des éléments sur lesquels vous allez réfléchir aussi demain. La première composante, c'est la capacité de pilotage pour la mise en œuvre du PNIASAN. Et dans le pilotage, ce que nos réflexions nous ont permis de trouver comme action forte à conduire, c'est d'abord de conduire des réformes pour améliorer l'environnement du développement agricole, rural, alimentaire et nutritionnel. Ensuite, c'est développer l'ingénierie de projets et programmes, sous-entendu l'identification, le design, le costing,
l'analyse économique et financière, le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Une autre fonction essentielle, c'est mobiliser des ressources tant internes qu'externes pour la mise en œuvre. Et une autre fonction, c'est de réaliser le suivi et évaluation, la gestion des connaissances et autres revues conjointes et de reddition de comptes. Dans la réalisation de suivi et évaluation, nous intégrons, peut-être qu'il faudra, peut-être dans vos cogitations de mettre plus fin, pour dire qu'il faut mettre en place un dispositif de collecte de statistiques performantes, etc. Mais nous pensons que la fonction essentielle, c'est la réalisation de suivi et évaluation, qui suppose qu'il faut avoir un dispositif statistique performant et robuste pour permettre d'avoir des données qui permettent de mesurer les évidences, comme le diraient nos amis de l'IFPRI. Seconde composante, toujours sur le premier résultat, c'est d'assurer la coordination des acteurs et des actions de communication sur les résultats de l'ECOWAP. Et là, nous pensons qu'il faut coordonner intersectoriel et à différentes échelles. C'est le rôle donc de l'État de mettre en place des dispositifs pour que toutes les parties prenantes puissent se parler, de communiquer et réaliser aussi des plaidoyers, de capitaliser, diffuser et appuyer la mise à l'échelle des bonnes pratiques. Voilà les deux composantes que nous avons pu retenir pour l'État. Vous aurez le loisir d'en ajouter d'autres et de les décliner aussi en actions spécifiques dès demain. Le second résultat, c'est les capacités d'implication des acteurs non étatiques, OPR, secteur privé, organisation de la société civile, groupes gens et jeunes dans la mise en œuvre des PRIASAN sont renforcés. Alors, la première composante à ce niveau que nous avons pu identifier, c'est d'amélioration des capacités d'analyse et de proposition d'instruments de politique. Ça veut dire qu'il faut que les OP aient la capacité, et tout le secteur ait la capacité de faire des propositions. Et là, qu'ils aient la capacité d'élaborer des propositions concrètes et argumentées, et enfin et ensuite influencer les politiques publiques à différentes échelles par l'organisation d'actions de plaidoyer. Le second résultat là, c'est l'amélioration des capacités de plaidoyer et de lobbying et de négociation. Là également, nous pensons qu'ils doivent disposer d'une capacité d'influence et d'alliance pour les faire valoir, donc pour influencer et participer efficacement aux instances de concertation et de négociation et influencer les décisions. Participer efficacement, nous avons retenu efficacement pour montrer qu'ils ne doivent pas venir seulement bavarder, mais ils doivent venir avec des propositions concrètes. Et le président Najirou l'a dit tout à l'heure, faire des contre-propositions qu'ils doivent mettre sur la table pour qu'on ne leur dise pas qu'ils sont des perturbateurs de tous les jours. Ensuite, la dynamisation de la capacité organisationnelle et de gestion de toutes ces structures. Le projet que Sey a montré tout à l'heure a mis en évidence deux sortes de résultats, peut-être sur lesquels on n'a pas eu le temps d'insister. C'est que c'est les effets et l'efficacité interne. Aujourd'hui, tous ces OP sont en capacité de montrer qu'ils ont des capacités de gestion interne, une capacité d'organisation interne, elles ont des plans stratégiques, elles ont des capacités de reddition, elles font toutes les planifications qu'il faut. Donc nous pensons qu'il faut donc dynamiser cette capacité organisationnelle et de gestion pour qu'elle puisse assurer la maîtrise d'œuvre de certains programmes. Ils le réclament aujourd'hui, les OP, toutes les sociétés, tout le monde réclame qu'il faut qu'ils soient au cœur de la mise en œuvre des politiques. Donc il faut leur donner les capacités. Coordonner les interventions, les actions, donc poursuivre la concertation interne et assurer la veille informationnelle
qui peut prendre plusieurs formes, comme celle de l'Observatoire des exploitations familiales que l'Europa et ses pairs gèrent actuellement. Le troisième résultat, c'est la capacité d'appui à la mise en œuvre des PNIASAN. Des institutions régionales de coopération technique sont renforcées. Là, nous avons distingué aussi un certain nombre de composantes. La première, c'est le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles et de gestion. Renforcer le cadre institutionnel et organisationnel d'intervention de l'ensemble des structures qu'il y a aujourd'hui, CORAF, Africa Rice, et SILS, etc., pour les mettre en capacité de dialoguer et de travailler avec les acteurs directs sur le terrain. Améliorer les procédures et les stratégies de mise en œuvre des projets pour que ce soit bien clair et que les contrats et les conventions soient pleinement internalisés par l'ensemble des acteurs. Et la deuxième composante là, c'est développer renforcement des capacités en matière de maîtrise d'œuvre des programmes et projets, développer les capacités en matière d'ingénierie de projets. Je crois qu'eux-mêmes aussi ils ont besoin qu'ils puissent être décliner les programmes qu'ils ont en projet pour se faire à maîtriser l'ingénierie de projet et assurer la gestion efficace des projets et programmes. C'est-à-dire, insiste sur le renforcement des capacités en matière de maîtrise d'ouvrage des programmes en rapport avec, pour l'expliciter en oui, rapport avec... voilà. Bon, la composante ici, c'est renforcement des capacités en matière de maîtrise d'œuvre et des programmes. Dans la région, pour tout ce qui concerne l'ECOWAP, la maîtrise d'ouvrage est dévolue à la CEDEAO, qui donne l'orientation. La maîtrise d'œuvre est dévolue aux institutions techniques qui doivent rendre compte à la CEDEAO que dans le cadre de la mise en œuvre, nous avons été sollicités ou nous avons acquis un tel programme de tels partenaires qui concourent à la mise en œuvre de l'ECOWAP. Et de ce point de vue, se positionner non pas comme une institution qui pilote le programme, mais qui met en œuvre technique pour le compte de la CEDEAO. Et de ce point de vue, il doit être en capacité de pouvoir rendre compte à la CEDEAO. Renforcer les capacités de concertation et de coordination de réduction de comptes, toujours pour les organisations techniques. Il faut qu'ils soient capables donc de renforcer les résultats des acteurs. Le CORAF sait très bien de faire avec les systèmes nationaux et agricoles, avec les centres de compétences. Africa Rice aussi le fait. Le SILS le fait avec ses centres démultipliés et puis les organisations avec qui ils travaillent. Mais il faut renforcer le résultat à ce niveau-là. Assurer efficacement le suivi et évaluation. Ça, c'est également, c'est vrai qu'il y a EcoAgris, mais toutes ces institutions doivent avoir des mécanismes de suivi et évaluation pour être en capacité de contribuer efficacement aux revues annuelles, aux revues biannuelles et aux revues dans chaque pays. Assurer de façon régulière la reddition de comptes. Ça aussi c'est très important parce que la CEDEAO se plaint que beaucoup d'institutions gèrent des programmes pour son compte, mais ils ne voient pas les rapports venir et lui rendre compte de façon régulière. 4. Les capacités de pilotage, de coordination et de mise en œuvre de l'ECOWAP par les institutions d'intégration régionale sont renforcées. Ici, c'est la CEDEAO, c'est l'UEMOA. Comme eux, ces deux institutions doivent avoir une vue globale sur l'ensemble, leur mission ressemble à quelques exceptions près à celles que assument les États au niveau national. Mais ici, ils ont l'obligation d'avoir une vision plus grande pour assurer les fonctions de pilotage et de coordination. De ce point de vue, donc nous avons pensé qu'ils doivent conduire en matière de pilotage, conduire des réformes pour améliorer l'environnement du développement agricole, rural, alimentaire, au niveau nutritionnel,
C'est des réformes, un ensemble de règlements, c'est des politiques commerciales, politiques environnementales, politiques de l'eau, politiques infrastructurelles, de l'énergie, etc. Développer l'ingénierie de projets et programmes d'envergure régionale pour que tout le monde soit en capacité donc de savoir formuler les programmes. Mobiliser des ressources, tant internes qu'externes, surtout en appuyant et eux-mêmes en mobilisant ces ressources. On n'a pas le temps de le dire parce que la CEDEAO a prévu la mise en place d'un fonds régional pour le développement de l'agriculture et de l'alimentation et réaliser le suivi et évaluation, la gestion des connaissances et autres revues conjointes et de reddition de comptes. Toujours au niveau donc, de ces institutions, la deuxième composante, c'est assurer la coordination des acteurs et des actions de communication sur les résultats de l'ECOWAP. Assurer la coordination intersectorielle et à différentes échelles. Il faut donc que tous les départements de la CEDEAO qui concourent à la mise en œuvre de l'ECOWAP puissent se parler à travers le comité interdépartement, mais aussi appuyer les États à se doter de mécanismes de coordination intersectorielle au niveau des pays. Communiquer et réaliser aussi des plaidoyers et appuyer la capitalisation, la diffusion, le partage et la mise à l'échelle de bonnes pratiques. Cinquième résultat, c'est la capacité de facilitation du dialogue inter-État, intersectoriel et multi-acteurs sont renforcées. Là également, la première composante, c'est de développer la capacité de concertation et de facilitation du dialogue entre États et entre secteurs, entre acteurs non étatiques, entre acteurs publics et non étatiques. Là, c'est tout ce qui permet donc de mettre en relief les questions de partenariat productif pour la mise en œuvre des politiques. Et nous pensons que là, il faut produire des outils de facilitation, de dialogue, qui soient bien compris. C'est une démarche, construire cette démarche pour que ce soit bien compris par tout le monde. Conduire des actions de concertation et de dialogue aussi, pour que ce qu'on a construit puisse être valorisé et mis en œuvre et qu'on arrive à des consensus acceptables par tout le monde. Et deuxième résultat, c'est la capacité de suivi et de supervision des programmes de négociation multi-acteurs. Et là, il faut renforcer le réseautage des acteurs, comme on le fait aujourd'hui à travers le groupe d'appui technique et l'encadrement aussi des processus de négociation, comme on le fait. Qu'est-ce qu'il a lu? Voilà. Donc, l'encadrement encadrer les processus de négociation. Et 3, la capacité de gestion d'un dispositif de veille informationnelle et de communication. Mais dis donc, qu'est-ce que ton truc là, il est devenu insaisissable. Hein? Voilà. Donc, assurer la veille informationnelle et la communication aussi pour que tous les acteurs puissent dialoguer et un moyen de dialogue. Alors, nous, les principes pour cette stratégie, je crois que c'est très simple. On ne va pas aller plus loin que les principes de l'ECOWAP. Et de ce point de vue, nous avons retenu principalement 3 principes. C'est le principe de subsidiarité. Ce que les OSP, l'Organisation de la Société Civile, peuvent faire, ce n'est pas la peine que l'État se lance dedans. Ce que les États peuvent faire, ce n'est pas la peine que les institutions de coopération technique se lancent dedans. Donc, il faut que ce que nous allons proposer, on peut lui appliquer le principe de subsidiarité. Le principe également de complémentarité et le programme de progressivité. Il faut que les gens puissent aller à leur rythme tout en ne retardant pas tout le monde et être en capacité donc de dire, moi je peux élaborer aujourd'hui un programme pour mon renforcement des capacités, moi je ne peux m'en tenir qu'à un plan d'action, moi je peux me limiter à un projet. Donc il faut que tout ça soit être capable de tirer des éléments de cette stratégie pour que cela soit mis en œuvre. Alors le financement, ça aussi,
Je crois que pour financer les programmes, les projets et plans d'action qui vont émaner de cette stratégie, on peut recourir à plusieurs instruments. Le premier, c'est au Fonds régional pour le développement agricole et l'agriculture que la CEDEAO compte mettre en place. Dans ce fonds, il y a un guichet spécial qui est dédié à l'innovation et au renforcement des capacités. Si ce fonds est fonctionnel un matin, on peut aller puiser dans ce fonds pour financer l'ensemble des activités qu'on peut, si tant est que ces activités sont bien ciblées sur les renforcements de capacités. On peut également recourir aux ressources mobilisées auprès des partenaires techniques et financiers, parce que pour le moment, tous les partenaires ne sont pas encore dans ce fonds. Peut-être que certains ne seront pas toujours prêts à l'intégrer, mais peuvent financer, comme l'Espagne le fait, à travers le programme qu'on nous a montré, donc de recourir à cela. On peut aussi recourir aux efforts spécifiques fournis par les États. Plusieurs pays ont indiqué ici qu'eux-mêmes ont commencé à financer les programmes à l'intérieur. Et enfin, aux dons et subventions des fondations, qui peuvent être Fondation Agra, Milena Gate, etc. Donc, ils peuvent concourir au financement de ce programme. Mais ça, c'est des pistes indicatives sur lesquelles on pourra réfléchir de façon plus approfondie dès que la stratégie aura été mûrie et en phase d'être acceptée par l'ensemble des acteurs. Donc voilà ce que je voudrais dire pour lancer les débats. Je vous remercie.